Le ciel de Paris a la couleur du plomb brossé ce matin-là. Une pluie fine, presque imperceptible, s'accroche au manteau de cachemire et aux stèles de granit du cimetière de Passy. C'est un silence lourd, de ceux qui ne se laissent pas apprivoiser par le bruit lointain de la circulation urbaine. Au centre de ce silence se tient un homme dont le nom seul fait trembler les conseils d'administration de Marseille à São Paulo, Alexandre Valmont. Ses mains, gantées de cuir noir, sont jointes devant lui dans une posture de contrôle absolu. Il ne bouge pas, il ne scie pas. Ses yeux sombres fixent la pierre tombale de marbre noir où le nom de son frère cadet, Philippe, vient d'être gravé. Philippe Valmont, 32 ans, fauché en pleine ascension par un accident de voiture aussi brutal qu'inexplicable. Pour le monde extérieur, le dossier est clos, scellé par la fatalité. Mais dans le regard d'Alexandre, il y a une lueur qui refuse la résignation. L'empire logistique des Valmont s'est construit sur une règle d'or, rien n'échappe à la surveillance. Pourtant, la mort de Philippe semble être la seule variable qu'Alexandre n'a pas pu anticiper. Le rapport de police évoquait une perte de contrôle sur une route mouillée, un virage mal négocié, une voiture transformée en brasier de métal. Un accident tragique, disent les journaux. Une négligence impensable, pense Alexandre. Car son frère ne commettait jamais d'erreur de calcul. Le vent se lève, faisant frissonner les cyprès qui bordent les allées de la nécropole. Alexandre s'apprête à faire demi-tour, à retourner dans son monde de chiffres et de décisions froides. Il croit être seul avec ses fantômes et ses regrets inavoués. Il ignore encore que dans quelques secondes, sa vision du monde va basculer dans un abîme de questions sans réponse. Car le silence du cimetière est sur le point d'être rompu par une voix qui n'a rien de solennel. À quelques mètres de là, une femme observe la scène, dissimulée par l'ombre d'un monument funéraire imposant. Elle porte un tablier de travail usé par le temps et la terre. Élise n'est pas une invitée de la haute société. Elle n'appartient pas au cercle des conseillers en communication ou des avocats d'affaires. Elle est celle que l'on ne voit pas, celle qui nettoie les tombes pour quelques billets à la fin du mois. Une mère célibataire qui lutte chaque jour pour offrir un avenir à son fils. Elle hésite, ses doigts se serrant sur le manche d'une brosse à récurer. Elle sait qui est cet homme au bord de la tombe. Elle connaît la puissance de son nom et le danger qu'il y a à l'approcher. Mais ce qu'elle porte en elle est plus lourd que la peur. Elle possède une information qui brûle ses lèvres, une vérité qui ne peut pas rester enterrée sous ce marbre froid. Elle fait un pas en avant, le gravier crissant sous ses chaussures usées. Alexandre se fige, son instinct de prédateur des affaires en alerte. Il tourne lentement la tête, son regard froid balayant l'intruse avec une condescendance naturelle. Il s'attend à une demande d'argent, à une plainte, ou peut-être à une condoléance maladroite. Mais Élise ne mendie pas. Elle ne tremble pas non plus sous son regard d'acier. Elle se tient droite, portée par une lucidité qui glace soudainement le sang du millionnaire. Elle s'approche de la tombe de Philippe et pose une main calleuse, marquée par le travail manuel, sur le bord de la pierre encore neuve. Elle ne parle pas de deuil, elle ne prononce pas de mots de réconfort inutiles. Elle regarde Alexandre droit dans les yeux et prononce une phrase qui semble suspendre le temps. Elle lui dit que la nuit dernière, alors que la lune était cachée par les nuages, elle a vu la terre bouger ici même. Alexandre sent une irritation monter en lui, une envie de chasser cette femme qu'il juge délirante. Mais quelque chose dans le ton d'Élise l'arrête. Ce n'est pas la voix d'une déséquilibrée. C'est la voix d'un témoin oculaire qui décrit une scène technique, précise, chirurgicale. Elle raconte comment 2 heures après minuit, 2 hommes vêtus d'uniformes médicaux blancs sont apparus dans l'obscurité. Ils ne ressemblèrent pas à des fossoyeurs, mais à des techniciens de laboratoire égarés dans un champ de mort. Elle décrit le bruit sourd du levier sur le béton, le grincement du mécanisme de levage et surtout l'extraction d'un corps. Elle jure qu'elle a vu le mort bouger sous le linceul de plastique. Elle dit que le corps était encore tiède, que la peau n'avait pas cette pâleur définitive du trépas. Alexandre veut crier à l'imposture, il veut appeler la sécurité, mais sa voix reste bloquée dans sa gorge. Car Élise sort alors un objet de sa poche de tablier. L'abonnement à cette chaîne est essentiel pour ceux qui cherchent la vérité derrière les apparences trompeuses. Si vous croyez que la justice doit être rendue, peu importe le rang social, rejoignez notre communauté en vous inscrivant dès maintenant.
Ensemble, nous allons explorer les recoins les plus sombres de cette affaire où le pouvoir tente de faire taire la réalité. Ne laissez pas ce secret rester enterré. Abonnez-vous pour suivre chaque étape de cette enquête. Élise tend la main vers Alexandre. Au creux de sa paume repose une montre à gousset en or, un objet d'une élégance anachronique. Alexandre sent son cœur rater un battement. Il reconnaîtrait cet objet entre mille. C'est un héritage familial, une pièce unique que Philippe portait en permanence, un porte-bonheur transmis de génération en génération chez les Valmont. Philippe l'avait dans sa poche de veste le jour de l'accident selon l'inventaire des effets personnels. Alexandre prend la montre avec des mains qui, pour la première fois de sa vie, trahissent une légère hésitation. Il porte l'objet à son oreille. Le tic-tac est régulier, métronomique, implacable. La montre fonctionne parfaitement. Elle indique l'heure exacte. Un frisson parcourt l'échine du puissant homme d'affaires. Un mort ne remonte pas sa montre. Un cadavre ne s'extrait pas d'un cercueil de chêne massif, scellé sous des tonnes de granit et de terre. Élise explique qu'elle a ramassé l'objet juste après le départ de l'ambulance privée. La montre était tombée dans la boue lors de la manipulation du corps. Elle raconte les détails. La plaque d'immatriculation dissimulée par de la boue fraîche, l'absence de sirène, les mouvements coordonnés des hommes qui semblaient suivre un protocole strict. Ce n'était pas une profanation de tombe ordinaire, c'était une opération d'extraction planifiée. Le doute, tel un poison lent, commence à s'insinuer dans l'esprit d'Alexandre. Si Philippe n'est pas sous cette terre, qui occupe la place dans ce cercueil? Et surtout, qui a eu l'audace et les moyens financiers de mettre en scène un simulacre de funérailles aussi parfait? Alexandre regarde Élise différemment. Il ne voit plus une employée subalterne, mais la seule personne capable de l'aider à déchiffrer ce cauchemar. Le scandale ne fait que commencer, et les fondations de l'Empire Valmont vacillent. Sa première réaction est de contacter son avocat de longue date, Maître Tavernier. C'est un homme de l'ombre, celui qui résout les problèmes avant qu'ils ne deviennent publics. Lorsqu'Alexandre lui expose les faits par téléphone, la réaction de l'avocat est immédiate, presque trop rapide. Tavernier tente instantanément de discréditer Élise. Il évoque son passé précaire, ses factures impayées, son statut de mère isolée qui chercherait désespérément une opportunité financière pour sortir de la misère. C'est un grand classique du silence acheté, une stratégie de défense que Valmont lui-même a parfois validée par le passé. Mais cette fois, le mécanisme de défense habituel sonne faux. Pourquoi Tavernier semble-t-il si pressé d'enterrer le témoignage de cette femme? Pourquoi ne propose-t-il pas une enquête interne discrète au lieu de s'attaquer à la crédibilité de la source? Le doute d'Alexandre se déplace vers son propre entourage. Élise, sentant le scepticisme de l'avocat à travers le haut-parleur du téléphone, ne se laisse pas démonter. Elle possède une mémoire visuelle chirurgicale, un don développé par des années d'observation silencieuse de la vie des autres. Elle commence à citer des détails que personne en dehors du cercle familial restreint ne pourrait connaître. Elle mentionne une clause secrète du testament de Philippe, des mots qu'elle a entendus alors qu'elle se cachait derrière un monument funéraire le jour de l'inhumation. Elle répète des phrases précises, des échanges tendus entre Philippe et un mystérieux interlocuteur quelques jours avant le drame, des conversations qu'elle a interceptées alors qu'elle travaillait à proximité de la villa familiale. Alexandre sent le sol se dérober sous ses pieds. Ces mots, ces expressions, c'était le langage crypté que son frère utilisait lorsqu'il se sentait acculé. L'accident n'était qu'une mise en scène, une illusion destinée à tromper le monde entier. La police d'assurance de plusieurs millions d'euros a déjà été activée, les fonds sont en cours de transfert vers des comptes opaques. Alexandre comprend que l'enjeu dépasse largement une simple disparition. Le registre du cimetière a été falsifié, une page entière arrachée et remplacée par un duplicata grossier que seule une main experte aurait pu insérer. L'ordre de sépulture porte une signature qui ressemble à celle de son frère, mais avec une légère hésitation dans le tracé, comme si la main qui tenait le stylo tremblait de peur ou de remords. La situation prend une tournure encore plus sombre lorsqu'Élise confie à Alexandre qu'elle se sent suivie depuis cette fameuse nuit. Elle décrit deux hommes en costume sombre, au visage sans expression, qui rôdent aux abords de l'école de son fils. On veut récupérer la montre. On veut effacer le témoin gênant. Le danger n'est plus une hypothèse, c'est une réalité physique qui menace la vie d'une femme innocente et de son enfant. Alexandre, transformé en enquêteur méthodique par la nécessité, prend une décision radicale.
Il décide de protéger Élise au lieu de la chasser. Il l'emmène dans l'un de ses appartements sécurisés, loin des regards indiscrets de ses propres employés. Il ne s'agit plus de protéger l'image de marque de l'Empire Valmont. Il s'agit de découvrir si son frère est une victime ou le cerveau d'une fraude monumentale destinée à effacer une dette colossale contractée dans des cercles d'influence obscurs. Il engage un expert indépendant, un ancien médecin légiste dont la réputation d'intégrité est sans tache, pour analyser le laudat médical fourni le jour de l'accident. Il veut que chaque ligne, chaque chiffre soit vérifié. Pendant qu'ils attendent les résultats dans le salon feutré, le silence entre Alexandre et Élise est électrique. Deux mondes que tout oppose sont désormais liés par un secret qui pourrait détruire des dizaines de carrières au sommet de l'État. Le rapport de l'expert tombe comme un couperet au milieu de la nuit. Le constat est sans appel et fait froid dans le dos. Le groupe sanguin indiqué sur le rapport initial de l'accident ne correspond absolument pas à celui de Philippe Valmont. La personne qui a été déclarée morte ce jour-là n'était pas son frère. Mais alors, à qui appartenait ce corps calciné retrouvé dans la carcasse de la voiture? Et où se cache l'homme que tout le monde croit enterré à Passy? Est le point de départ d'une descente aux enfers pour Alexandre, mais aussi le début d'une alliance improbable avec Élise. Les caméras de surveillance du cimetière, qu'elle l'aide à récupérer avant qu'elles ne soient mystérieusement effacées par une maintenance opportune, montrent des silhouettes furtives. La vérité est là, juste sous la surface de la terre remuée, attendant d'éclater au grand jour. La montre continue de tourner, marquant le compte à rebours d'une confrontation inévitable. L'enquête les mène maintenant vers une piste que personne n'avait osé explorer, une clinique privée isolée dans les contreforts des Alpes, une structure qui n'apparaît sur aucun plan officiel et qui est financée par des flux financiers provenant de paradis fiscaux. C'est là que les secrets les plus inavouables des élites sont soignés, cachés ou créés. Alexandre sent qu'il approche du cœur du mensonge, mais il ignore encore que le traître se trouve peut-être beaucoup plus près de lui qu'il ne l'imagine. Le visage d'Alexandre s'est durci, ses traits sont marqués par le manque de sommeil et la tension. Il regarde Élise, cette femme qui n'avait rien et qui vient de lui donner la clé de son propre empire. Il sait que le chemin sera long et parsemé de pièges mortels. Mais une chose est certaine, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir ouvert ce cercueil réel ou métaphorique pour y découvrir ce qui s'y cache vraiment. La montre à gousset brille sous la lumière de la lampe de bureau, tel un œil d'or observant la chute d'un monde d'illusions. Chaque seconde qui passe rapproche Alexandre de la vérité, mais l'éloigne de la sécurité. Car dans cette quête, il n'y a pas de retour possible. Le millionnaire et la gardienne de cimetière sont désormais les proies d'un système qui ne tolère aucune fuite, aucune faille dans son récit officiel. Alors que la nuit s'épaissit sur Paris, Alexandre reçoit un message anonyme sur son téléphone crypté. Une seule photo, le portail de la clinique isolée, avec une légende qui lui glace le sang. Certaines tombes sont faites pour rester fermées, Alexandre. Ne forcez pas la serrure. La menace est claire, directe, brutale. Mais au lieu de reculer, l'homme d'affaires serre les poings, prêt à déclencher une tempête que personne ne pourra arrêter. La montre dans sa main s'arrête soudainement, le ressort ayant fini de se détendre. Dans le silence qui suit, le bruit d'une voiture s'arrêtant brusquement devant l'immeuble résonne comme un signal d'alarme. Ils ont été trouvés. L'heure de la vérité a sonné, et elle n'aura aucune pitié pour ceux qui ont bâti leur vie sur un mensonge. Quel est le véritable prix du silence? Et jusqu'où iront-ils pour protéger le secret de Philippe? L'appartement de fonction d'Alexandre Valmont, situé au sommet d'une tour de verre dominant la Seine, ressemble désormais à un bunker de haute sécurité. Les rideaux de soie grise sont tirés, occultant une ville qui semble soudainement peuplée d'ennemis invisibles. Dans le silence oppressant du salon, le bourdonnement du système de filtration d'air est le seul rappel d'une vie normale. Élise est assise sur le bord d'un canapé de cuir, ses mains jointes serrant nerveusement un verre d'eau qu'elle n'a pas touché. Alexandre arpente la pièce, son téléphone crypté à la main, attendant une réponse qui ne vient pas. Il a passé les 3 dernières heures à tenter de joindre ses contacts au sein de la préfecture, mais il se heurte à un mur de silence inhabituel. Les appels sont transférés, les secrétaires bafouillent des excuses, et les hauts fonctionnaires qu'il tutoie d'ordinaire sont soudainement en réunion urgente. L'isolement commence, et il est plus terrifiant que n'importe quelle menace physique. Chaque minute qui passe renforce la conviction d'Alexandre.
Le réseau qui a orchestré la disparition de Philippe ne se limite pas à quelques employés corrompus. Il s'agit d'une pieuvre dont les tentacules s'étendent bien au-delà du cimetière de Passy. La trahison de Maître Tavernier, son avocat et confident depuis 20 ans, est le coup le plus dur à encaisser. Tavernier ne se contente plus de discréditer Élise, il a lancé une machine de guerre juridique pour isoler Alexandre. Le premier obstacle concret surgit sous la forme d'une notification bancaire. Alexandre s'arrête net, les yeux fixés sur son écran. Ses comptes personnels, ceux qu'il utilise pour ses opérations discrètes, viennent d'être gelés pour soupçon d'irrégularité fiscale majeure. C'est une manœuvre de précision chirurgicale, destinée à le paralyser financièrement avant qu'il ne puisse riposter. Quelqu'un a activé un levier au sein du ministère des Finances, une puissance de feu que même un millionnaire ne peut ignorer. Élise lève les yeux vers lui, son visage pâle marqué par une fatigue profonde. Elle n'est pas habituée à ce genre de guerre de l'ombre, mais son instinct de survie est plus affûté que celui d'Alexandre. Elle lui rappelle que le danger n'est pas seulement dans les chiffres et les lois. Elle pense à son fils, Léo, qu'Alexandre a fait mettre à l'abri dans un pensionnat sécurisé sous un faux nom. Mais dans ce monde de surveillance totale, le mot « abri » semble soudainement dérisoire. La situation empire lorsqu'une alerte retentit sur l'ordinateur central de l'appartement. Les caméras de surveillance de l'école de Léo indiquent une présence suspecte. Une voiture noire aux vitres teintées stationnée depuis 1 heure devant la grille principale. Ce n'est plus une guerre psychologique, c'est une chasse à l'homme, où les otages sont déjà identifiés. Alexandre sent une rage froide l'envahir, une détermination qui remplace la stupeur initiale. Dans son fort intérieur, Alexandre se bat contre un sentiment de culpabilité dévastateur. Il se remémore ses dernières conversations avec Philippe, des échanges brefs, purement professionnels, où il n'avait pas pris le temps d'écouter les silences de son frère. Était-il déjà en danger? Cherchait-il à lui dire quelque chose lors de ce dernier dîner à Marseille? Le souvenir de Philippe, riant nerveusement en ajustant sa montre à gousset, devient une torture mentale. Alexandre réalise avec horreur qu'il ne connaissait peut-être pas l'homme qui l'a aidé à enterrer. Philippe n'était pas seulement le cadet brillant et un peu instable, il était le gardien d'un secret qui dépasse la gestion de l'empire logistique. Pourquoi Philippe aurait-il accepté de simuler sa propre mort? La réponse la plus logique est aussi la plus douloureuse. Pour échapper à ceux qu'Alexandre lui-même considérait comme des alliés. Élise, de son côté, lutte contre l'envie de fuir, de reprendre sa vie modeste et invisible. Elle se demande si la vérité vaut le sacrifice de sa tranquillité d'esprit et potentiellement de sa vie, mais chaque fois qu'elle regarde la montre à gousset posée sur la table basse, elle revoit le mouvement de ce corps mort sortant de la tombe. Elle ne peut pas effacer ce qu'elle a vu. Sa moralité n'est pas négociable, même face à des millions d'euros ou des menaces de mort. Si vous croyez que la vérité doit toujours triompher des ténèbres, si vous pensez que le courage d'une femme ordinaire peut ébranler les fondations d'un empire corrompu, alors cette histoire est faite pour vous. Nous déterrons des secrets que certains auraient voulu laisser dans la tombe pour l'éternité. Pour ne rien manquer de cette enquête haletante et soutenir notre travail de recherche, inscrivez-vous au canal dès maintenant. Votre soutien est notre seule protection contre ceux qui veulent nous faire taire. Le silence est rompu par le signal d'un nouveau message sur l'ordinateur. C'est le rapport complet de l'expert indépendant qu'Alexandre a engagé pour analyser les dossiers numériques de Philippe. L'expert a réussi à percer un coffre-fort virtuel caché dans les serveurs de la logistique Valmont. Ce qu'il y a trouvé change radicalement la donne. Il ne s'agit pas de détournement de fonds classique, mais de quelque chose de bien plus sinistre. Le fichier contient des manifestes de transport pour des cargaisons spéciales, transitant par le port de Santos au Brésil. Ces conteneurs, officiellement remplis de pièces automobiles, n'apparaissaient jamais dans l'inventaire final à l'arrivée en Europe. Philippe suivait ces boîtes fantômes à la trace. Il avait découvert que l'empire Valmont servait de couverture à un trafic international d'organes et de matériel médical expérimental. Alexandre s'effondre dans son fauteuil, le souffle coupé. L'entreprise qu'il dirige, l'héritage de son père, est impliquée dans l'indicible. Philippe n'a pas simulé sa mort pour l'argent. Il l'a fait parce qu'il était devenu le témoin gênant d'un système dont Tavernier était l'architecte juridique. La montre à gousset n'est pas tombée par accident. Philippe l'a laissée comme une balise.
Un dernier message d'espoir adressé à la seule personne qu'il pensait capable de comprendre. Le tournant décisif se produit lorsque l'expert envoie une dernière image extraite de la mémoire de la montre elle-même. Car l'objet n'est pas seulement une pièce d'horlogerie, c'est un dispositif de stockage sophistiqué. L'image montre une photo prise quelques heures avant l'accident. On y voit Philippe, le visage tuméfié, à l'arrière d'une ambulance privée. Mais ce n'est pas l'ambulance du cimetière. C'est un véhicule arborant le logo d'une clinique privée située dans une zone blanche des Alpes. La clinique du silence. C'est ainsi qu'elle est surnommée dans les milieux autorisés. Une structure qui n'existe sur aucun registre officiel de santé, protégée par des accords diplomatiques obscurs. C'est là que Philippe a été emmené. Il n'était pas mort le jour des funérailles. Il était en attente de traitement. Alexandre comprend que son frère est peut-être encore en vie, maintenu dans un état végétatif artificiel pour servir de monnaie d'échange ou de donneur forcé. Soudain, l'électricité de l'appartement est coupée. Le système de secours ne s'enclenche pas. Dans l'obscurité totale, seul le reflet de la lune sur la scène éclaire la pièce. Alexandre attrape le bras d'Élise et l'entraîne vers le passage de service qu'il a fait installer lors des rénovations. Il sait que les ascenseurs ont été verrouillés et que les escaliers sont déjà occupés par ceux qui viennent pour effacer définitivement le dossier Valmont. Il s'engouffre dans l'étroit tunnel de béton, le cœur battant à tout rompre. Le bruit de bottes tactiques résonne au-dessus de leur tête. La chasse est ouverte. Alexandre ne pense plus à ses comptes gelés ou à sa réputation détruite. Il ne pense qu'à cette vallée perdue dans les Alpes et au visage de son frère. Il a besoin d'Élise, de sa mémoire et de son courage, car elle est la seule à avoir vu les ravisseurs de près. Ils atteignent le garage souterrain par une issue dérobée. Une voiture banalisée les attend, garée dans un angle mort des caméras. Mais alors qu'Alexandre s'apprête à déverrouiller le véhicule, un laser rouge balaie le capot et vient se fixer sur sa poitrine. Une voix calme, trop calme, résonne dans le vide du garage. C'est la voix de Tavernier. Il n'est pas venu pour négocier, il est venu pour conclure l'affaire. « Alexandre, tu as toujours été trop curieux pour ton propre bien, » dit l'avocat, émergeant de l'ombre d'un pilier de béton. Il tient un pistolet muni d'un silencieux. À ses côtés se tiennent deux hommes en tenue de combat, les mêmes qu'Élise avait décrits au cimetière. Le piège s'est refermé avec une précision que même Alexandre n'avait pas anticipée. Il réalise avec effroi que Tavernier n'est pas le sommet de la pyramide, mais un simple exécutant. Tavernier fait un signe de tête et l'un des gardes s'approche d'Élise pour lui arracher la montre des mains. C'est l'objet qu'ils veulent par-dessus tout, car il contient les preuves numériques du trafic d'organes. Mais Élise, dans un geste de désespoir pur, lance la montre dans le puits d'aération situé juste derrière elle. Le bruit de l'objet tombant dans les profondeurs du bâtiment provoque un instant de stupéfaction chez les agresseurs. C'est l'étincelle dont Alexandre a besoin. Il se jette sur Tavernier, utilisant sa force pour le déséquilibrer. Un coup de feu étouffé retentit, le projectile sifflant à quelques centimètres de son oreille. Dans la confusion, Alexandre parvient à entraîner Élise vers une rampe d'accès latérale. Il court vers la sortie, sachant que chaque seconde est un sursis. Mais derrière eux, le bruit des moteurs qui s'allument annonce le début d'une poursuite infernale. Alors qu'il s'engage sur le périphérique, Alexandre reçoit un appel sur son téléphone personnel, celui qu'il pensait hors service. C'est une voix qu'il n'a pas entendue depuis des semaines, une voix brisée, lointaine, qui semble venir d'outre-tombe. « Alexandre, ne viens pas. C'est un piège. Il m'utilise pour t'attirer. » C'est Philippe, mais la communication est brusquement coupée par un bruit strident de friture électronique. Alexandre serre le volant jusqu'à s'en blanchir les phalanges. Son frère est vivant, quelque part dans les montagnes, souffrant et utilisé comme appât. La direction est claire, mais le prix à payer risque d'être plus élevé que ce qu'il peut imaginer. Il regarde Élise, dont le regard reflète une détermination farouche. Ils ne sont plus un millionnaire et une mère célibataire. Ils sont deux survivants, liés par une promesse faite au milieu des tombes. Le voyage vers les Alpes commence sous une pluie battante, une course contre la montre et contre la mort. Mais alors qu'ils approchent du premier péage, Alexandre remarque une chose étrange sur le GPS de la voiture. Le trajet semble avoir été préenregistré. Quelqu'un d'autre que lui a accès au système de navigation du véhicule. La question n'est plus de savoir s'ils sont suivis, mais s'ils sont dirigés vers leur propre exécution.
La vérité sur le trafic d'organes n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qui se cache réellement dans la clinique du silence? Et pourquoi Philippe a-t-il dit qu'il l'utilisait pour attirer Alexandre? Le millionnaire réalise avec une horreur glaciale que son propre sang pourrait être la clé de tout ce mystère. Qui est vraiment le patient zéro de cette macabre conspiration? La route serpente comme un reptile d'asphalte à travers les gorges sombres de la Savoie. Les phares de la berline déchirent un brouillard si dense qu'il semble vouloir engloutir le véhicule. À l'intérieur, l'air est saturé d'une tension électrique. Alexandre Valmont fixe l'écran du tableau de bord. Le curseur du GPS, censé les guider vers la clinique du silence, vient de virer au rouge sang. Soudain, un clic métallique retentit dans l'habitacle. Les portières se verrouillent d'un coup sec. Alexandre tente d'actionner la commande d'ouverture, mais le système ne répond plus. Le moteur, d'ordinaire si silencieux, se met à vrombir d'une manière irrégulière, comme s'il était commandé par une main invisible à des centaines de kilomètres de là. La technologie qu'il a lui-même financée se retourne contre lui. Élise serre la ceinture de sécurité, ses jointures blanchies par l'effort. Elle n'a pas besoin de mots pour comprendre que leur sanctuaire roulant est devenu une prison de métal. Elle regarde par la lunette arrière. 2 paires de phares xénon apparaissent dans la brume, stables, menaçantes. Les poursuivants n'ont plus besoin de se cacher. Ils attendent simplement que le piège électronique se referme définitivement. Alexandre réalise avec une clarté brutale que sa fortune n'est plus un bouclier. Dans ces montagnes isolées, les chiffres sur un compte bancaire ne pèsent rien face à la force d'inertie d'une conspiration qui contrôle les infrastructures même du pays. Il se sent comme un enfant devant un échiquier où toutes les pièces ont été collées à la table. La perte de contrôle est totale, absolue, terrifiante. Son esprit s'échappe vers des souvenirs qu'il avait soigneusement enfouis. Il revoit Philippe, quelques mois plus tôt, essayant de lui parler d'une anomalie dans les protocoles de transport médical de la Fondation Valmont. Alexandre l'avait éconduit, lui reprochant son manque de rigueur et ses obsessions de complot. Aujourd'hui, chaque kilomètre parcouru vers l'inconnu est une gifle de remords qui lui brûle le visage. « Pourquoi m'avez-vous aidé » murmure Élise, sa voix brisant le silence pesant. Alexandre ne répond pas immédiatement. Il regarde cette femme, une étrangère il y a encore 48 heures, qui a risqué sa vie pour un homme qu'elle ne connaissait pas. Il comprend que c'est son intégrité à elle qui l'a forcé à regarder la vérité en face. Sans Élise, il serait encore en train de porter un deuil mensonger. Élise, elle, ne pense qu'à Léo. Elle se demande si elle a bien fait de faire confiance à ce millionnaire dont le monde s'écroule. Est-ce que son fils est vraiment en sécurité dans ce pensionnat, ou a-t-elle simplement livré le petit garçon au loup en acceptant l'aide de Valmont? La peur maternelle est un poison qui s'insinue dans ses veines, plus froid que la neige qui commence à tomber sur le pare-brise. Le véhicule ralentit brusquement sans qu'Alexandre ne touche à la pédale de frein. Le GPS affiche un message laconique. Destination atteinte. Pourtant, devant eux, il n'y a qu'une paroi rocheuse et une barrière de fer rouillée. C'est alors que la paroi semble s'animer. Un pan entier de la montagne pivote lentement, révélant une rampe d'accès bétonnée qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. Ils sont aspirés vers l'intérieur, la voiture glissant sur le sol lisse comme sur de la glace. La barrière se referme derrière eux dans un fracas hydraulique qui sonne comme le couperet d'une guillotine. Ils ne sont plus en France, ni nulle part ailleurs sur une carte officielle. Ils sont entrés dans la clinique du silence, le laboratoire secret où le triangle de fer, le juge, le directeur et l'avocat, disposent des vies humaines comme de simples actifs. Si vous ressentez l'urgence de cette quête de vérité, si vous refusez que de tels secrets restent enfouis sous le silence des puissants, votre soutien est vital. Cette histoire n'est pas seulement celle des Valmont, c'est celle de la justice contre l'ombre. Pour nous aider à continuer de déterrer ces affaires criminelles et humaines, inscrivez-vous au canal. Chaque nouvel abonné est une voix de plus qui refuse l'indifférence. Rejoignez-nous pour découvrir la fin de ce mystère. La voiture s'immobilise dans un hall d'une blancheur aveuglante. Des hommes en uniforme médical, identiques à ceux qu'Élise a vus au cimetière, entourent le véhicule. Ils ne portent pas d'armes apparentes, mais leur calme est plus effrayant que n'importe quel fusil d'assaut. Le directeur de la clinique, un homme au visage parcheminé nommé le docteur Arnaud, s'approche de la vitre et fait un signe poli. Les portières se déverrouillent enfin. Alexandre sort le premier, essayant de retrouver sa posture de commandement.
Mais Arnaud sourit avec une compassion feinte qui le déstabilise. « Bienvenue, monsieur Valmont. Nous vous attendions. Votre frère a été très agité ces derniers temps. Il réclamait votre présence même si nous avions convenu que le silence était préférable pour sa convalescence. » Le mot « convalescence » résonne comme une insulte. Arnaud les conduit à travers des couloirs aseptisés, où l'odeur de l'éther et de l'ozone domine tout. Il n'y a pas de cris, pas de gémissements. Le silence est total, entretenu par une isolation phonique de pointe. Derrière des vitres blindées, Alexandre aperçoit des silhouettes allongées sur des lits high-tech, reliés à des machines dont il ignore la fonction. C'est ici que le tournant se produit. Arnaud s'arrête devant une porte marquée du numéro 404. Il appuie sur un pavé tactile, et la paroi devient transparente. À l'intérieur, Philippe est assis sur un fauteuil, regardant fixement un écran qui diffuse des images de paysages brésiliens en boucle. Il semble intact, sans aucune trace de l'accident qui aurait dû le tuer. Mais ses yeux sont vides, dépourvus de l'étincelle de vie qui le caractérisait. Alexandre se précipite contre la vitre, appelant son frère, frappant le verre de ses poings. Philippe ne réagit pas. Arnaud explique froidement que Philippe n'est pas là en tant que patient, mais en tant que bibliothèque biologique. Son groupe sanguin rare et ses marqueurs génétiques exceptionnels en font le donneur universel pour une clientèle d'élite prête à payer des fortunes pour des greffes sans rejet possible. Mais l'information la plus dévastatrice vient après. Arnaud tend une tablette à Alexandre. « Vous devriez regarder les registres de propriété de cette clinique, monsieur Valmont. Votre avocat, Tavernier, n'est qu'un prête-nom. Le véritable actionnaire majoritaire de cette structure, celui qui a validé l'extraction de votre frère, c'est vous. » Alexandre recule, le souffle court. Sa propre signature apparaît au bas des contrats de financement, datés d'il y a 3 ans. Il comprend soudain la machination diabolique. Tavernier a utilisé les procurations d'Alexandre pour bâtir cet enfer, le rendant légalement responsable de chaque crime commis entre ses murs. S'il dénonce la clinique, il s'auto-incrimine. S'il se tait, il laisse son frère mourir à petit feu. Il est le bourreau de son propre sang sans le savoir. Le piège n'était pas seulement de capturer Philippe, c'était de corrompre l'âme d'Alexandre. Élise observe la scène avec une horreur grandissante. Elle remarque un détail que les autres ont ignoré. Sur le moniteur cardiaque de Philippe, les pulsations ne sont pas régulières. Elles forment un motif. Philippe n'est pas dans un état végétatif. Il utilise sa connaissance des systèmes informatiques pour envoyer un message codé à travers les capteurs de la clinique. Il se bat encore, à sa manière, depuis sa prison de chair. Elle s'approche d'Alexandre et lui saisit le bras. « Regardez l'écran, monsieur Valmont, ce n'est pas du hasard. » Alexandre, habitué à décrypter des flux logistiques complexes, comprend immédiatement. C'est du morse binaire. Philippe est en train de hacker le système de sécurité de la clinique de l'intérieur, utilisant son propre corps comme une interface. Il n'attend pas d'être sauvé. Il prépare l'autodestruction du complexe. Soudain, une alarme sourde commence à vibrer dans les murs. Les lumières blanches virent au rouge clignotant. Le visage d'Arnaud se décompose. Il réalise que son sujet a repris le contrôle du réseau. Le système de verrouillage des cellules commence à céder. Mais dans la panique qui s'installe, une trappe s'ouvre au plafond de la chambre de Philippe. Des hommes en noir descendent en rappel, prêts à éliminer la preuve vivante avant que tout n'explose. Alexandre regarde Élise, puis la porte blindée qui les sépare de son frère. Il sait qu'il n'a que quelques secondes pour agir. Il doit choisir entre sa propre liberté et la vie de Philippe. Mais alors qu'il s'apprête à se jeter sur le panneau de contrôle, il entend le bruit d'une détonation provenant du hall d'entrée. Ce n'est pas la police, ce n'est pas Tavernier, c'est quelque chose de bien plus imprévisible qui vient de pénétrer dans la clinique. L'ombre d'une silhouette familière se dessine à travers la fumée. Une voix résonne dans les haut-parleurs de la clinique, une voix que personne n'attendait ici. Le contrat a changé, Arnaud. Les Valmont ne sont plus des clients, ce sont des cibles. Alexandre comprend que la trahison de Tavernier n'était que le début d'un jeu de dupes bien plus vaste. Qui a réellement ordonné la fin des Valmont? Et pourquoi Élise semble-t-elle soudainement reconnaître l'homme qui mène l'assaut? Le secret de la clinique du silence est sur le point d'être révélé, mais à quel prix? La vérité n'est pas seulement dans les dossiers, elle est dans le passé d'Élise, un passé qu'elle a caché même à Alexandre. Le millionnaire réalise avec effroi qu'il n'a jamais été le maître du jeu.
Il n'était que l'appât pour attirer la seule personne capable de détruire ce système de l'intérieur. Mais qui est-elle vraiment? Le fracas de l'explosion résonne encore dans les couloirs de la clinique du silence. La fumée âcre se mélange à l'odeur d'ozone des serveurs en train de griller. Alexandre Valmont protège Élise de son corps alors que les portes blindées de la chambre de Philippe volent en éclats. Ce ne sont pas les hommes de Tavernier qui pénètrent dans la pièce, mais une unité d'élite de la gendarmerie nationale. L'officier à la tête du groupe fait un signe de tête à Élise. À ce moment précis, Alexandre comprend que la femme qu'il croyait être une simple employée de cimetière est bien plus que cela. Élise n'était pas là par hasard cette nuit-là au cimetière de Passy. Elle n'était pas seulement une mère célibataire cherchant à joindre les deux bouts, mais la pièce maîtresse d'une opération d'infiltration de longue haleine. Élise s'avance vers le moniteur de Philippe et insère une clé USB qu'elle gardait dissimulée dans la doublure de son tablier. Son visage, autrefois marqué par la peur, affiche maintenant une détermination glaciale. Elle explique à Alexandre dans un souffle que son propre mari est mort dans cette clinique 3 ans plus tôt. Elle a passé chaque jour depuis lors à attendre l'opportunité de détruire ce système de l'intérieur. Le docteur Arnaud tente de s'enfuir par une issue dérobée, mais il est plaqué au sol par 2 agents. La panique a changé de camp. Les fichiers que Philippe a déverrouillés par sa pensée sont maintenant en train de se déverser sur les serveurs sécurisés du ministère de la Justice. Le trafic d'organes, les expériences illégales, les noms des actionnaires cachés, tout est en train d'être exposé en temps réel. Alexandre se précipite vers son frère. Il débranche les capteurs qui le reliaient à la machine infernale. Philippe ouvre les yeux et cette fois l'étincelle est revenue. « Je savais que tu viendrais, Alex », murmure-t-il d'une voix brisée. Mais le soulagement est de courte durée, car sur l'écran principal de la clinique, une vidéo en direct s'enclenche montrant Maître Tavernier dans son bureau de Paris. Tavernier ne semble pas vaincu. Il sourit face à la caméra, un verre de cognac à la main. Il informe Alexandre qu'une bombe logique a été implantée dans le système financier de l'Empire Valmont. Si Alexandre ne donne pas l'ordre aux forces de l'ordre de se retirer, la fortune familiale sera effacée en un clic et des preuves falsifiées accuseront Philippe d'être le seul cerveau de toute l'opération. C'est le chantage ultime, la chute de l'Empire ou la condamnation éternelle de son frère. Alexandre sent son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Il regarde Philippe, puis Élise, qui attend sa décision. Il réalise que Tavernier a toujours sous-estimé une chose, la valeur de l'honneur par rapport à celle de l'argent. Alexandre saisit le micro de la console de commande. « Efface tout, Tavernier, » dit-il avec un calme olympien. « L'argent ne m'intéresse plus. Ce que tu ne peux pas effacer, c'est la vérité qui sort de cette montagne en ce moment même. » Sur ces mots, Alexandre appuie sur le bouton de transfert global. Les données ne sont plus seulement envoyées à la police, elles sont diffusées sur tous les réseaux de presse mondiaux. Le triangle de fer vient de se briser en 1000 morceaux. Si vous avez suivi cette enquête jusqu'ici, c'est que vous savez que la justice n'est pas un vain mot. Pour que d'autres secrets ne restent pas enterrés, pour que d'autres victimes trouvent une voie, votre engagement est nécessaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir notre mission de vérité. Ensemble, nous sommes le rempart contre l'invisibilité des crimes des puissants. Inscrivez-vous maintenant pour que le silence ne gagne jamais. Le bureau de Tavernier est pris d'assaut à Paris au moment même où la communication coupe. L'avocat est arrêté en direct, son expression de supériorité s'effondrant devant les caméras. La clinique du silence est évacuée, les patients victimes du trafic sont transférés vers des hôpitaux publics sous haute protection. Le cauchemar qui durait depuis des années prend fin dans la lumière crue de l'aube alpine. Quelques semaines plus tard, Alexandre et Philippe se tiennent à nouveau au cimetière de Passy. Mais cette fois, ils ne sont pas là pour un enterrement. Ils regardent les ouvriers retirer la pierre tombale vide qui portait le nom de Philippe. C'est un acte symbolique de renaissance. Philippe est affaibli, mais il marche à nouveau, soutenu par son frère. Leur lien que le mensonge avait failli rompre est plus solide que jamais. L'Empire Valmont n'existe plus sous sa forme originale. Alexandre a liquidé la majorité de ses actifs logistiques pour payer les indemnisations des victimes de la clinique. Il ne possède plus de tour de verre ni de jet privé, mais il a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Le sommeil. Il n'est plus le millionnaire craint de tous. Il est l'homme qui a choisi la vérité plutôt que le pouvoir. Élise est à leur côté. Elle n'est plus la gardienne de cimetières invisibles.
Grâce aux preuves qu'elle a aidé à recueillir, elle a pu prouver que son mari n'était pas un déserteur, mais une victime courageuse du système. Elle a reçu une compensation juste, mais surtout, elle a reçu la paix. Son fils Léo joue un peu plus loin sur les allées de gravier, ignorant tout de la tempête que sa mère a traversée. Alexandre se tourne vers elle et lui tend la montre à gousset, nettoyée et réparée. « Elle appartient à ceux qui veillent sur la vérité, dit-il. » Élise refuse poliment, refermant la main d'Alexandre sur l'objet. « Gardez-la, monsieur Valmont. Elle vous rappellera que même dans l'obscurité d'une tombe, il y a toujours une lumière qui attend de sortir. » Ils échangent un regard de respect mutuel, deux survivants d'une guerre de l'ombre. La fondation Élise et Philippe est créée le mois suivant. Son but est simple, protéger les lanceurs d'alerte et offrir une assistance juridique gratuite à ceux que les puissants tentent d'écraser. Alexandre en assure le financement, tandis qu'Élise en dirige les opérations sur le terrain. Ils ne sont plus des victimes du système, ils en sont devenus les réformateurs les plus implacables. Le juge de province et le directeur Arnaud ont été condamnés à des peines de prison maximales. Maître Tavernier, quant à lui, attend son procès dans une cellule isolée, abandonné par tous ceux qu'il croyait être ses amis. La chute des Valmont a entraîné celle de dizaines d'autres figures corrompues de l'élite européenne. La vérité a agi comme un acide, dissolvant les faux semblants et les protections illégales. Chaque année, à la date anniversaire de la résurrection de Philippe, ils se retrouvent tous les trois. Ils ne vont plus au cimetière, mais sur les bords de la Seine, là où la vie coule librement. Ils se souviennent de la pluie fine de Passy et de la main calleuse d'Élise sur le marbre froid. Ils se souviennent que le silence est parfois nécessaire, mais qu'il ne doit jamais servir de linceul à la justice. L'histoire d'Alexandre, Philippe et Élise restera gravée comme l'un des plus grands scandales de notre époque, mais aussi comme l'un des plus beaux exemples de courage humain. Elle nous rappelle que peu importe la profondeur de la fosse que l'on creuse pour enterrer un secret, la vérité finit toujours par trouver un témoin pour la ramener à la lumière. Car les morts ne parlent pas, mais les vivants, eux, peuvent crier justice. Nous arrivons au terme de cette affaire hors du commun. Merci de nous avoir accompagnés dans les méandres de ce complot qui a ébranlé les plus hautes sphères du pouvoir. Si ce récit vous a touché, s'il vous a rappelé l'importance de l'intégrité face à l'argent, partagez vos impressions en commentaire. Quel passage vous a le plus marqué? Votre avis compte pour nous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir notre prochaine enquête, car derrière chaque silence, il y a une histoire qui ne demande qu'à être racontée. La montre à gousset d'Alexandre Valmont continue de marquer les secondes, mais elle ne compte plus le temps d'un mensonge. Elle compte les heures d'une vie nouvelle, où chaque minute est vécue dans la clarté. Le millionnaire qui ne pleurait jamais a enfin appris à sourire, et la mère célibataire qui se cachait derrière les tombes marche désormais la tête haute. La vérité est sortie de la terre, et elle ne sera plus jamais enterrée. C'est ici que s'achève notre voyage au cœur du mystère Valmont. Restez vigilants, restez curieux, et surtout, ne laissez jamais personne vous imposer son silence. Le monde est rempli d'Élise et d'Alexandre, qui attendent leur moment pour faire éclater la lumière. À très bientôt pour une nouvelle révélation, ici sur votre chaîne dédiée aux secrets les plus profonds de l'humanité.